Salut, c'est Léon Petta de Geopolitica Mondiale. Eh bien, tout le monde est préoccupé par cette situation autour du détroit d'Ormuz, là-bas, autour de l'Iran, du Koweït, de Bahreïn, de l'Arabie Saoudite et tout le reste. Parce que cela va avoir un impact très important, notamment sur les carburants et les engrais, et, sans carburant, sans moyen de transporter les choses, sans engrais, cela affecte lourdement le secteur agricole brésilien. Qu'est-ce que c'est ? C'est la colonne vertébrale, n'est-ce pas ? C'est aujourd'hui la partie principale du fonctionnement du pays, c'est l'agro. Qu'on aime ou pas, c'est l'agro. Donc il faut qu'on élabore des stratégies à partir de ça, que ce soit pour réduire cette dépendance, n'est-ce pas ? Diversifier, c'est-à-dire structurer et renforcer, peu importe, mais ce qui compte, c'est qu'on ne peut pas simplement rester spectateur. C'est ça. Eh bien, aussi incroyable que cela puisse paraître, même si ce contexte est très mauvais, on va en ressentir les effets d'une manière ou d'une autre. Il existe dans le futur une fenêtre d'opportunité qui pourrait s'ouvrir pour le Brésil. Mais bien sûr, cela va dépendre beaucoup de la façon dont nous allons élaborer ces stratégies et surtout de la façon dont nous allons les appliquer. Nous verrons cela en détail dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais si tu es nouveau sur la chaîne, sois le bienvenu, abonne-toi, et si tu es déjà un ancien de la chaîne, je vais juste te demander une chose. Partage la vidéo avec tout le monde que tu connais, parce que cette chaîne est pratiquement oubliée par YouTube. Elle est balayée sous le tapis. Donc en partageant sur Telegram, sur WhatsApp avec tes amis, tes collègues de travail, même si tu ne comprends rien à ce que tu dis. Ici. De la chaîne, tu parles aussi, peu importe, partage, plus tu partages, plus ça aide la chaîne à continuer d'exister. Donc ton soutien peut sembler peu, mais il est très important. D'accord ? Partage ça. Je m'appelle Léon Petta et voici la chaîne Geopolitica Mondiale. Le conflit de haute intensité impliquant l'Iran, Israël et les États-Unis bouleverse non seulement la région, mais provoque aussi un choc capable de reconfigurer profondément l'économie mondiale et la politique énergétique. Cela peut sembler exagéré, mais c'est bien le potentiel de ce conflit, s'il continue à cette intensité. Je dis cela parce que le monde repose sur des chaînes de production interdépendantes et des flux logistiques hautement intégrés, où toute rupture majeure dans le golfe Persique finit par se propager rapidement sur les marchés de l'énergie, des capitaux, de l'alimentation et du transport, produisant un environnement simultané de ralentissement économique, de pression inflationniste et de volatilité financière. Et avant qu'un nationaliste prétentieux ne vienne se plaindre en disant « bravo à tous les impliqués », il est important de préciser qu'aucun pays n'est capable de tout produire sur son propre territoire, aucun sans exception. Donc cette chaîne mondiale était inévitable. C'est pourquoi ce conflit, qui a commencé en février 2026, constitue un point d'inflexion capable de modifier à la fois l'équilibre énergétique et l'architecture même de l'ordre économique international. Le principal vecteur de cette crise est évident, l'interruption ou la menace sur le flux énergétique passant par le détroit d'Ormuz, l'un des goulets d'étranglement stratégiques majeurs au monde. Environ 1/5 du pétrole consommé sur la planète, ainsi que de très grands volumes de gaz naturel liquéfié et d'engrais, transitent chaque jour par cette route, n'importe lequel. Le blocus, même partiel, provoque déjà des chocs immédiats d'offres qui se répercutent directement sur les prix des matières premières énergétiques. En quelques jours de conflit, nous voyons que les marchés réagissent par de fortes hausses des prix du pétrole, stimulées à la fois par la réduction effective de l'approvisionnement, par la perception du risque et par l'attente d'une pénurie prolongée. La hausse des coûts énergétiques provoque une inflation par les coûts. Le pétrole et ses dérivés constituent des intrants fondamentaux pour l'activité de tous les secteurs de l'économie moderne. Il ne s'agit pas seulement du carburant pour le transport, mais aussi des dérivés du pétrole qui affectent l'agriculture, l'industrie lourde et même la production de technologies. La hausse du prix du diesel et de l'essence augmente les coûts logistiques mondiaux, met la pression sur l'ensemble des chaînes de production et fait grimper le prix final de tous les biens et services. Comme le transport des marchandises est quelque chose de fondamental. S'il augmente, tout augmente, les prix de tout montent ensemble, comme la marée qui monte et soulève les bateaux. Et cela pose un dilemme aux autorités monétaires, contenir l'inflation par des politiques monétaires restrictives ou éviter un ralentissement encore plus marqué de l'activité économique. La région du Golfe Persique et l'Iran eux-mêmes occupent des positions importantes dans la production et l'exportation de matières premières chimiques essentielles, en particulier le méthanol et divers produits pétrochimiques utilisés dans la construction, l'industrie textile et la production de matériaux industriels lourds.
Et lorsque ces flux sont interrompus ou réduits, un effet domino se produit et se propage à travers les chaînes de fabrication mondiales. Les usines en Asie, en Europe, dans les Amériques et dans toute autre région hautement industrialisée commencent à faire face à une pénurie d'intrants et à une augmentation des coûts, affectant aussi bien les biens industriels que les produits de consommation finale. En même temps, une très grande partie des exportations de GNL du Qatar transitent par le détroit d'Ormuz et toute instabilité sur cette route si stratégique. Cela réduit la prévisibilité des flux énergétiques, exerçant encore plus de pression sur les prix internationaux de l'énergie et augmentant les coûts opérationnels de diverses industries à travers le monde. L'augmentation du risque géopolitique réduit la confiance des investisseurs, augmente le coût des assurances et génère une forte volatilité sur les actifs mondiaux. Les bourses chutent tandis que les investisseurs réévaluent leur position sur les actifs plus risqués. Les économies profondément intégrées aux chaînes industrielles mondiales deviennent particulièrement vulnérables, surtout celles qui dépendent fortement de l'énergie importée. Même les secteurs stratégiques déjà lourdement touchés, comme les semi-conducteurs et le matériel de pointe, commencent à subir des impacts indirects. Parce que la production technologique moderne dépend fortement d'une énergie stable et de chaînes logistiques hautement synchronisées. Sur le marché des changes, le dollar se renforce souvent lors de crises internationales, servant de monnaie refuge. Ce mouvement exerce de fortes pressions sur les économies émergentes qui ont souvent des dettes extérieures libellées en dollars et, à mesure que la monnaie américaine s'apprécie, le coût réel de ces obligations financières augmente également, ce qui accroît le risque d'instabilité macroéconomique dans des pays qui font déjà face à des coûts élevés de financement international. En même temps, les flux de capitaux deviennent plus instables, les investisseurs retirant leurs capitaux de ces marchés émergents pour placer ces actifs sur des marchés plus sûrs. Un autre système critique affecté par la crise est celui de la sécurité alimentaire mondiale. Le golfe Persique sert aussi de corridor logistique clé pour les engrais et intrants agricoles essentiels. Les perturbations sur ces routes font grimper le prix de ces intrants. En même temps que l'augmentation du coût de l'énergie renchérit la production agricole elle-même, des carburants plus chers augmentent le coût du transport, de l'irrigation, de la fertilisation et de la mécanisation agricole, exerçant une pression sur toute la chaîne de production alimentaire. Cette dynamique montre une interdépendance fondamentale entre l'énergie, les engrais et la production alimentaire. La hausse des coûts énergétiques et la raréfaction des intrants agricoles mettent la production alimentaire mondiale sous pression. En même temps, le résultat tend à être une nouvelle vague à l'échelle mondiale. Les pays à faible revenu, en particulier ceux qui dépendent fortement des importations agricoles, comme l'Afrique et une partie des Amériques, deviennent les plus touchés. Ils sont exposés aux plus grands risques d'insécurité alimentaire, provoquant tensions sociales, instabilité politique, voire des guerres ou des guerres civiles. Un autre impact structurel touche le système logistique maritime mondial. Plus de 80% du commerce mondial dépend du transport maritime, et une grande partie de ce flux transite par un nombre limité de points de passage stratégiques. L'instabilité dans le golfe Persique a de fortes chances d'affecter également la mer Rouge, ce qui oblige les compagnies maritimes à reconsidérer les routes traditionnelles, amenant de nombreux navires à contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance. Cette alternative augmente énormément, mais vraiment énormément, les distances et les coûts. C'est parce que la géographie est fondamentale. Les choses doivent se déplacer d'un endroit à un autre et passer par d'autres endroits dans le processus. Les distances sur lesquelles les choses doivent être transportées comptent. Cela augmente ou diminue les coûts opérationnels, car cela implique la consommation de carburant, le coût de l'assurance et le temps de livraison. La reconfiguration des routes maritimes provoque plus de congestion dans des canaux stratégiques comme Suez et met la pression sur d'autres routes mondiales, dont le canal de Panama. Le résultat, donc, est un système logistique plus coûteux, plus lent et structurellement plus vulnérable à de nouveaux chocs. Et c'est ici que quelque chose d'intéressant commence à apparaître pour le Brésil. Dans ce scénario de redistribution géographique des routes commerciales, certaines régions gagnent en importance stratégique. L'Atlantique Sud émerge comme un corridor logistique clé reliant l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Asie. L'augmentation du trafic maritime dans cette région élève la valeur stratégique des ports ayant une grande capacité opérationnelle et une bonne connectivité logistique. Pour le Brésil, cette transformation apporte à la fois des risques et des opportunités à court terme. Le pays, évidemment, souffre également des effets inflationnistes mondiaux de la hausse des prix de l'énergie et du transport.
Structurellement, sa situation dans l'Atlantique Sud et son rôle d'exportateur majeur de denrées, minéraux et énergie peuvent accroître son importance stratégique dans le système international. Cette importance alternative des routes contournant l'Afrique renforce le rôle des ports brésiliens et de l'infrastructure logistique nationale. Des ports à haute efficacité et à grande capacité de manutention deviennent des points critiques de cette nouvelle géographie du commerce mondial. Cela attire des investisseurs dans l'infrastructure portuaire, la sécurité maritime et l'intégration logistique terrestre qui prennent une valeur stratégique de plus en plus grande. En même temps, la crise énergétique et logistique renforce l'importance des pays capables de garantir la sécurité alimentaire et la stabilité dans l'approvisionnement en matières premières essentielles. C'est pourquoi le Brésil se positionne comme l'une des principales réserves stratégiques agricoles et minières mondiales, apte à jouer un rôle clé dans la gestion des crises d'approvisionnement. Et aussi le conflit produit des effets sur le système international. Parce que la simple perception de fragilité dans l'architecture énergétique et dans les garanties de sécurité offertes par les puissances traditionnelles peut encourager une diversification progressive des actifs financiers et des monnaies de réserve. Ce qui peut également profiter au Brésil, malgré les risques économiques et logistiques générés par un conflit dans le Golfe Persique. La logique de la géopolitique structurelle indique que le Brésil peut sortir de ce scénario avec une position stratégique renforcée s'il sait en tirer parti. Parce que cette instabilité chronique au Moyen-Orient tend à forcer une réévaluation mondiale sur les endroits où chercher des ressources essentielles en énergie, en alimentation et sur les routes sûres à emprunter. Et dans ce réarrangement, le Brésil possède des avantages structurels rares dans le domaine énergétique. Les réserves présalifères deviennent un nouveau pôle pertinent, dans un contexte où le pétrole du Moyen-Orient commence à être perçu comme un actif géopolitique à haut risque. Les pays et les entreprises cherchent alors des sources alternatives, situées dans des régions politiquement plus stables, et le Brésil offre précisément cette combinaison, de grandes réserves, une technologie consolidée d'exploitation en eau profonde et une relative stabilité institutionnelle. Et nous ne pouvons pas oublier le potentiel de l'énergie qui peut être tirée du vent. Pendant ce temps, il est bloqué par une faction du propre gouvernement qui a été encouragée par des puissances étrangères. Le pétrole des gisements présalifères, avec une haute productivité par puits et des coûts opérationnels compétitifs, peut transformer le pays en un fournisseur stratégique en dehors de l'orbite directe de l'OPEP. Si des blocages répétés surviennent dans le Golfe, la production brésilienne, indépendante des détroits vulnérables pour l'exportation, constitue un atout pour la sécurité énergétique. Autant pour l'Occident que pour les grands consommateurs asiatiques. En même temps, des prix élevés du baril de pétrole augmentent les recettes fiscales et les redevances. Une autre transformation importante se produit dans la géographie des routes maritimes mondiales, si des goulets d'étranglement comme le détroit d'Ormuz et le corridor de la mer Rouge deviennent dangereux. Le commerce international tend à déplacer une grande partie de son trafic vers des routes contournant l'Afrique. En passant par le cap de Bonne-Espérance, ce déplacement replace l'Atlantique Sud au centre de la logistique mondiale. Depuis la construction du canal de Suez, cet espace périphérique acquiert désormais une importance stratégique croissante pour l'énergie, la nourriture et les matières premières. Et dans ce contexte, le Brésil pourrait obtenir une certaine importance en tant que principal acteur géopolitique de l'Atlantique Sud. Avec la plus grande côte de la région, la seule infrastructure portuaire majeure autour de cette zone. Le pays occupe alors une position centrale dans la sécurité et le fonctionnement de cette route maritime élargie. C'est quelque chose dont nous pourrions pleinement profiter si nous avions une marine plus forte et surtout quelques sous-marins nucléaires. Si cette tendance persiste pendant quelques décennies, cela obligera le Brésil à tourner à nouveau son attention vers la mer, se sentant contraint de rechercher une plus grande influence diplomatique régionale. Développement de l'industrie navale et expansion des services logistiques associés au commerce international. Et dans ce contexte, les ports brésiliens, les systèmes de stockage, le transport multimodal et les complexes portuaires s'intègrent plus profondément à l'architecture logistique mondiale. Et en même temps, cette instabilité croissante dans les chaînes alimentaires mondiales renforce un troisième axe stratégique, le rôle du Brésil comme soutien alimentaire du système international. Dans un monde soumis à la pression des conflits, des ruptures logistiques et de la hausse du coût des engrais, la capacité de produire de grands volumes de nourriture devient un élément central de la sécurité mondiale. Je dois préciser que l'idée du Brésil comme grenier du monde est totalement stupide. Une grande partie du Brésil a un terrain défavorable à la production alimentaire.
Nous ne produisons beaucoup que grâce à une combinaison d'ingénierie, de génétique et d'expérience dans la production de céréales. À cela s'ajoute une transformation très profonde de ces terres, utilisant d'énormes quantités d'engrais sur ces terrains hostiles. Seule une partie du Brésil est naturellement bonne pour la production, avec l'utilisation de très peu d'engrais. Donc pour exploiter ce potentiel d'être un grand fournisseur de nourriture, nous devons aussi garantir l'approvisionnement en engrais et en pesticides. Le Brésil, aux côtés de quelques autres pays, possède un vaste territoire, des ressources hydriques abondantes, un mix énergétique relativement propre et une technologie agricole expérimentée, capable de soutenir des niveaux élevés de productivité. Cette combinaison permet au pays de répondre vite à la hausse de la demande mondiale d'aliments, céréales, protéines et biocarburants brésiliens. Ils sont des atouts stratégiques pour les pays importateurs qui veulent diversifier leurs fournisseurs et réduire leur vulnérabilité. Et la digitalisation croissante de l'agrobusiness, alliée à l'expansion des technologies agricoles tropicales, à l'utilisation de drones et à l'intelligence artificielle, peut encore accroître cette capacité de réponse productive. Il existe aussi un élément diplomatique important dans ce contexte, le maintien de relations pragmatiques avec plusieurs pôles de pouvoir. Si le Brésil parvient encore à s'équilibrer à l'avenir entre les États-Unis, la Chine, les pays arabes et les partenaires du Sud global, il pourra préserver sa capacité à agir comme un fournisseur relativement neutre dans un système international fragmenté. Cette position accroît son utilité stratégique pour plusieurs blocs fondamentaux. Et si le Brésil adoptait une politique financière différente, basée sur l'attraction de capitaux, en se présentant comme un havre sûr pour les investissements? En copiant justement les pays du Golfe, surtout les Émirats arabes, le Brésil pourrait même devenir une version continentale et verte de la Suisse. Mais encore une fois, pour cela, il serait fondamental d'avoir une stratégie où le Brésil pense à long terme et, dans le cas de l'agro, pense à une infrastructure autour de l'agro-industrie. Je ne parle pas seulement de routes, de chemins de fer ou autres, mais aussi d'une industrie soutenant l'agro-industrie elle-même. C'est-à-dire que, alors que beaucoup de gens, limités et binaires, voient tout en termes binaires, en bien ou en mal, une dualité qui n'existe pas. Comme si le Brésil devait choisir entre s'industrialiser et devenir fournisseur de matières premières. En réalité, le Brésil peut poursuivre son industrialisation en produisant les mécanismes nécessaires au fonctionnement et à l'expansion de son propre secteur agroalimentaire. Autrement dit, unir l'industrialisation à l'exportation de matières premières. Les deux choses doivent être envisagées et pensées ensemble. Nous pouvons fabriquer des drones bon marché pour des tâches qui permettent d'accroître l'échelle du secteur agricole et développer le pôle industriel pour produire engrais, pesticides et autres produits chimiques. Développer des technologies de pointe dans le domaine de la bio-ingénierie, non seulement pour le secteur agricole, mais aussi pour le secteur de l'élevage. Production de fusées pensées pour le lancement de satellites servant à gérer l'agro-industrie et tout ce que l'industrie de pointe et la haute technologie peuvent apporter, tout en développant l'exportation de matières premières. En réalité, c'est l'exportation de matières premières, surtout alimentaires, qui peut être la plateforme de la réindustrialisation du Brésil. Et aussi par nécessité, amener le Brésil à commencer le développement d'une industrie navale en se concentrant sur une planification progressive de 40 à 60 ans. Mais il est clair que pour cela, il faudrait d'abord développer une pensée à long terme, sans précipitation ni empressement. Malheureusement, nous devons aussi affronter les problèmes internes du Brésil. Depuis l'excès de lois qui essaient de tout régulariser et bureaucratiser, rendant le développement d'entreprises ici un véritable enfer, ainsi que l'excès de lois du travail. Mettre fin à l'insécurité juridique, aux impôts abusifs et scandaleux, réduire le coût de l'État, et d'autres choses qui font que les guerres au Moyen-Orient paraissent presque enfantines, comparées à la difficulté qu'il y aurait à apporter ces changements au Brésil. Donc d'un côté, nous avons un très grand potentiel, mais d'un autre côté, le Brésil est son propre plus grand ennemi. Bon, les amis, j'espère donc que vous avez compris comment ce contexte, bien que très négatif, offre tout de même une possibilité positive, surtout à long terme. Parce que ne vous y trompez pas, même si cette guerre impliquant l'Iran se termine dans les prochains jours, semaines ou mois, j'espère que cela ne prendra pas des mois à long terme. Les effets de cela sont là, ils sont déjà faits, ce n'est pas quelque chose qui va se résoudre. Donc ce n'est pas le dernier chapitre du livre, non, au contraire c'est un chapitre de plus dans un livre. Nous en sommes probablement seulement au premier quart ou au premier tiers. Alors ne vous y trompez pas.
Nous devons nous préparer à faire face à ce qui va se passer à l'avenir, là-bas au Moyen-Orient, car cela va affecter le Brésil, donc nous avons besoin d'une stratégie. Maintenant, bien sûr, les opportunités sont là. Le Brésil n'a qu'un seul problème très sérieux, qui est un problème très grave, qui est l'ennemi public numéro 1 du Brésil, c'est le gouvernement brésilien. Personne n'a autant nui au Brésil que le gouvernement. Peu importe. Tous les partis, en résumé, des 3 pouvoirs, de tous les types de politiciens, ça n'a pas d'importance. Ils ont tous littéralement détruit le Brésil au cours des 40-50 dernières années, on pourrait même dire plus. Depuis l'indépendance du Brésil du Portugal, c'est ce bazar, il faut le dire. Donc tant qu'on n'aura pas résolu le problème du gouvernement, peu importe le nombre d'opportunités qui se présenteront, on continuera à ne pas en profiter. Alors d'abord, il faut qu'on s'occupe de cet ennemi sérieux, qui est le gouvernement brésilien. Ne vous y trompez pas, si on ne règle pas ça, il n'y aura pas de miracle, d'accord ? Il peut y avoir toutes sortes d'opportunités, mais on va continuer à galérer ici. Enfin bref, c'est ça, merci beaucoup. Et vous savez pourquoi je peux faire ce genre de contenu ? C'est grâce aux membres, alors pensez à devenir membre. Plus de 90% des revenus de la chaîne viennent des membres. Contrairement aux autres chaînes qui monétisent surtout par les vues, Geopolitica Mondial, petite chaîne, en a peu. Je dépends du soutien des membres. Devenir membre permet d'assurer l'existence de la chaîne Geopolitica Mondial. Et surtout, vous aurez accès à une série de playlists de vidéos exclusives pour les membres. Elles sont encore plus denses, plus académiques, plus approfondies. D'accord ? Alors les amis, pensez-y, ça aide beaucoup la chaîne. Merci, à bientôt et à la prochaine vidéo.